Bonjour à toutes et à tous, un salut chaleureux au public qui nous accompagne et à la bande que je suis ravi de retrouver, expert passionné d'art, Nathalie Lesage. Bonjour Nathalie, journaliste avec toujours ton regard décalé sur l'art. Lauriane Mélière, bonjour Ali. tu décryptes notre époque chaque semaine. Reza Pouniwachi, tu viens régulièrement faire ton travail de détective, d'inspecteur. Tu vas rechercher les faits divers, les braquages, les vols, les histoires les plus folles de l'histoire de l'art. Et tu en as une belle d'histoire à nous raconter tout à l'heure. Margot Bétou, la mémoire vive de l'émission. Salut la bande, salut tout le monde. Et on va démarrer avant d'accueillir Jonathan Lambert par la tradition, c'est-à-dire le mot du jour. Et on commence avec toi, Nathalie. Ah, mon mot, c'est femme. Et il faut écouter la claque de Margot pour savoir pourquoi tout à l'heure. L'eau à la bouche. Voilà, quel sens du suspense. Reza, On est assez connecté avec Lauriane. Moi, c'est le mot temps, comme le temps qui passe, qui marque les visages. Et vous en saurez plus avec ma claque et l'histoire de vol de tableau dont je vais vous parler tout à l'heure. Lauriane, Tic-tac, parce qu'il y a quelque chose de beau, justement, à observer le temps qui passe. Margot, Échec et mat. 3 mots donc. 3 mots. Pas mal, mais en référence à Jonathan Lambert, évidemment. Notre premier invité, je vous le disais, vous le connaissez, il est acteur, comédien, humoriste, mais on le sait moins, c'est aussi un très grand passionné d'art. Il a imaginé une exposition sur les jeux d'échecs à la galerie Perrotin à Paris. Il publie un roman photo incroyable et déjanté. Jonathan Lambert est avec nous. Bonjour Jonathan et bienvenue, je vous présente le public et On se toute lève la toujours bande. pour les invités comme ça, c'est Enfin pour vous en particulier, bien sûr. c'est un honneur de vous recevoir. Merci. Vous nous raconterez dans un instant l'histoire totalement folle de ce roman photo. Vous remettez cet art oublié au goût du jour, l'art du roman photo. Je suis content que vous employiez le terme art parce que ça a été tellement enfin en tous les cas mésestimé le roman photo parce que c'est un genre très populaire mais qui a Oui. connu évidemment des époques en France mais en Russie, en Italie et c'était à un moment donné le roman photo, c'était un petit peu le soap, le truc qu'on pouvait retrouver quand il n'y avait pas la télé. Et c'est un art populaire, c'est pas un art populaire mineur, et c'est avec même un art une majeur. esthétique très particulière donc voilà, c'est un travail Et de vrais acteurs, d'ailleurs. et de vrais acteurs et un super photographe, Stéphane Gladieux, qui a exposé à Arles, qui a fait un formidable bouquin sur une série sur la Corée du Nord, qui a fait des portraits magnifiques. On va en J'ai parler. essayé de combiner tout ça. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire, qui a volé mes jambes. C'est une référence à un artiste que vous aimez particulièrement, Molyneux, ouais. qui est un très très grand artiste. Et du coup, on va démarrer quand même par la première question rituelle. Qu'est-ce que l'art apporte à votre vie, Jonathan Lambert ? Alors, moi, je pense que si je me suis beaucoup intéressé à l'art, c'est parce que je suis complètement athée et qu'on a toujours besoin, dans son esprit, d'avoir quand même quelque chose d'un peu mystique, d'un peu transcendant. Enfin, Sacré ? d'un peu sacré, en tous les cas. Et comme je me suis jamais retrouvé dans quelques religions, enfin, je suis un peu, pas ni Dieu ni maître, mais en tous les cas, j'ai un désir d'indépendance et j'aime pas l'idée de dépendre voilà, des gens, des autres, d'une philosophie, de quoi que ce soit. Et dans l'art, tout d'un coup, c'était quelque chose qui paraissait plus grand que moi, Ouais. plus grand que la vie. Et très vite, ça a été... voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois que quand je suis en déplacement, je rentre dans les galeries, dans les musées, parce que c'est un endroit un peu mystique finalement, dans lequel je trouve certainement ce qui me manque ailleurs. Une œuvre qui vous a particulièrement marqué, je crois que c'était au moment d'une visite au centre Georges Pompidou à Paris, une installation de Dorothea Tanning, chambre 202, Hôtel du Pavot d'ailleurs, ça j'aimerais Oui. bien prendre la suite. 1970. Et je trouve cette artiste fascinante, Dorothea. Alors, Alors on la voit justement, Ouais, cette je crois que chambre. c'était. Alors il y a un côté très David Lynch. Il y a un côté, c'est vraiment un cauchemar. Il y a une dimension un peu quand même comique. Moi, c'est ce que j'aime. Enfin, après chacun met le curseur comique où il veut, mais Oui. moi, je trouve qu'il y a quelque chose de tellement à la fois inquiétant, bizarre. Ouais, c'est très lynchien. Et je trouve cette installation complètement folle et j'aime en plus le côté immersif d'une installation, c'est-à-dire qu'on a l'impression de rentrer dans cette chambre et de vivre ce cauchemar de façon Avec réelle. l'ampoule électrique qui descend du plafond. Ouais, qui a une petite référence à mon avis à Bacon, je sais pas, mais et puis c'est une artiste femme et alors aujourd'hui il y a évidemment on rattrape un peu parce que les femmes ont été tellement invisibilisées, les artistes femmes. Et Dorothea Tanning a été quand même
une des premières artistes à avoir une dimension un peu. Et on va avoir l'occasion d'en reparler. Le 8 mars, c'est évidemment nous sommes pas le 8 une mars. date anodine. Un autre artiste qui est un artiste majeur pour vous et qui est largement l'inspirateur de ce roman photo que vous publiez, qui a volé mes jambes, c'est Pierre Molinier. Pierre Molinier, c'est un très grand nom de l'art. Dans les années 50, il a été adoubé par André Breton. C'est un peintre surréaliste. Il a beaucoup travaillé. Il était fétichiste des jambes. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? C'est un immense photographe et lui aussi il pratiquait le collage comme dans le roman photo. Ouais, c'est-à-dire que c'est un bricoleur, c'est un type qui est né à Agen, qui a grandi à Bordeaux, donc dans les années 50-60, il fait des peintures qui sont au départ, c'est des portraits, des paysages un peu post-Cézanne, un peu cubistes comme ça, pas mal, mais pas. Et puis il y a certainement un grain dans sa tête qui fait qu'il s'achète une paire de jambes de mannequin, une tête de poupée, Ouais. et il commence à faire des photos où il fait des montages mais très bricolés, mais il fait ce qu'on appelle des phototypes, c'est-à-dire des photos de ces collages. Et du coup, la photo efface les points de collage et ça donne quelque chose comme ça de très pur, où on ne voit pas vraiment le bricolage, de très esthétique, très intrigant, parce que on voit cette multiplicité de jambes qui rappelle aussi, vous savez, les divinités un peu hindoues. Indienne. Et d'ailleurs, il en parle, il a été un petit peu frappé par tout ça. Il raconte, parce qu'il y a beaucoup de choses, qu'il a reçu la visite d'un émissaire du Dalai Lama qui lui a commandé 12 tableaux. Il raconte qu'il devait acheter un bordel pour une de ses copines. Mais Qu'est-ce qu'il a inspiré justement dans ce roman photo? En fait, c'est ça l'histoire, c'est que je voulais produire un documentaire autour de Pierre Molinier pour les 50 ans de sa mort, parce qu'il s'est donné la mort en 76. Oui. Et c'était trop long, tout ça. Et au même moment, Le Seuil, Nathalie Fishman, me propose d'écrire un roman photo, mais page blanche, vous faites ce que vous voulez. Et j'ai l'idée d'un comptable qui est persuadé d'être la réincarnation de Pierre Molinier parce qu'il est né le jour de sa mort, donc il s'achète une paire de jambes de mannequin. C'est un type complètement misanthrope qui fait des photos de lui avec ses jambes, photos qui vont à tous ses collègues comptables, et ça devient un peu les cartes Pokémon du milieu comptable en France. Donc on veut Vincent et ses jambes font du ski, Vincent et ses jambes fait du fer à repasser. Et là, c'est voilà. toujours barré. On retrouve le Jonathan Lambert totalement barré, moins l'homme des one-man show Ouais, que ouais. celui qui, à la télévision, nous faisait hurler de rire avec ses personnages. Mais c'est l'avantage du roman burlesque. photo, c'est qu'il y a une grande liberté. Ouais. Et finalement, c'est son film qu'on fait. Donc, on choisit les lieux, les costumes, les invités qui m'ont. Voilà, que ce soit Kian Kojandi, Valérie Lemercier, Fred Testo. Fred Testo, casting incroyable ouais. d'ailleurs pour ce roman photo. Ouais, mais voilà. Et ça m'a. J'étais content à travers aussi ce genre, comme vous l'avez dit, très populaire, de peut-être populariser, faire connaître Pierre Molinier, et puis surtout de raconter une histoire comme je les aime, c'est-à-dire à la fois très burlesque et surréaliste, justement. En tout cas, je le recommande chaleureusement, ce roman photo, parce que c'est vrai que c'est une immersion dans un univers finalement auquel vous nous avez habitués, mais qui est extrêmement rare. Est-ce que vous diriez que vous êtes surréaliste? C'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Vous avez une passion pour le surréalisme. Oui, parce que c'est ce que j'aime, moi, dans l'art. C'est quand, au-delà d'être quelque chose qui vous dépasse, qui est beau, mais qu'il y ait une dimension aussi un peu comique. Et dans les tableaux surréalistes, ce mélange, ce côté cauchemar où tout peut arriver, vous regardez un tableau de Magritte, vous mettez un enfant, il y a des tableaux où il va faire... parce que ces incursions de deux éléments qui ne vont pas ensemble, de choses, des mots qui sont écrits, il y a quelque chose de drôle. Et moi, c'est ce que j'aime. Et ça, c'est assez génial parce que c'est vrai que vous n'avez pas peur de rire justement avec l'art. Il faut désacraliser parce que sinon on s'emmerde. Oui, mais vous avez présenté une exposition à la Galerie Perrotin à Paris. C'était un siècle d'échecs, le titre de cette exposition qui était génial. On voyait des artistes, des grands noms de l'art qui s'emparaient du jeu d'échecs. Avant la visite guidée, dans un instant, le jeu d'échecs et l'art, c'est une très très vieille histoire et qui remonte à loin. On va voir quelques reproductions de tableaux du XVIIe, du XVIe siècle. Ce sont des vanités où il y a des jeux d'échecs. 64 cases, 32 pièces, le noir, le blanc, ça ne bouge absolument pas. Et pourtant, ça raconte le monde. Et ça raconte la condition humaine.
Pour moi, il y a une dimension, j'en parlais, oui, quasi mystique aussi des échecs, parce que d'abord, ce qu'il y a de très intéressant, c'est le rapport du petit à l'infiniment grand, puisque un plateau d'échecs, c'est à dimension, on va dire, humaine, la plupart du temps, et on sait, ça a été calculé, le fameux nombre de Shannon, c'est le nombre de combinaisons possibles de parties, qui est un chiffre qu'on ne peut pas, qui qu'on est peut pas dire. immense, Voilà, je sais dont plus on qui est, ne peut pas se représenter. Voilà, et il y a pas une vie, même un grand maître d'échecs ne pourra jamais. Voilà. Donc cette dimension de l'infini contenue sur une petite surface, moi, m'a toujours fasciné. Et on va en parler parce que c'est absolument passionnant. Vous restez avec nous, Jonathan Lambert. Tout de suite, voici la claque de la semaine. Et on commence avec toi, Nathalie. Volontiers, Jonathan, est-ce que vous avez déjà visité le Québec? Ah oui, plusieurs fois. Très bien, parce qu'on y retourne pour jouer dans la neige, mais pas pour faire des bonhommes de neige, mais bien pour assister à un rendez-vous artistique, bien entendu, et givré avec la Biennale d'art de Québec, d'art actuel de Québec, qui cette année est sous Givré au sens vraiment littéral du terme. Froid, l'hiver, glacial, qui cette année est sous le thème « Briser la glace » pour cette 12e édition. Et donc, il y a 60 artistes internationaux qui ont décliné sous toutes ses formes et sous toutes les variations la vedette de cette édition, donc l'hiver. Alors, par exemple, on peut voir Ilouliak, qui est mon œuvre préférée, je crois, un iceberg gonflable. Il fait 6 mètres. Ça va être une première nord-américaine. Ça, il faut imaginer que c'est une installation monumentale. Voilà, 6 mètres et il respire lentement. Et c'est là, Ali, vous posez la question. Qui respire. Oui, c'est un iceberg qui respire. Et là, vous me posez la question, pourquoi il respire? Excellente question. Excellente question, Ali, j'y venais. Alors, bien sûr, parce qu'il est vivant, mais aussi pour nous sensibiliser sur la crise climatique qui affecte la région d'où est originaire l'artiste qui l'a conçu. Et il s'agit de Jessie Kleeman. Et Jessie Kleeman, elle vient du Groenland, à qui, bien sûr, on envoie tout notre amour. Et une autre artiste que je vous recommande d'aller voir, il s'agit de Sabrina Raté, qui est une artiste que j'adore en art numérique. Elle présente Terraforma, qui est une œuvre conçue, donc c'est numérique, c'est animé, et elle a utilisé des données satellites pour créer ces espèces de topographies. Donc voilà, il y a plein d'œuvres comme ça à voir un peu partout dans la ville. Ça prend par contre le bonnet, parce qu'il fait froid, c'est l'hiver. Ça va bien. Tu connais la phrase de Camus, au milieu de l'hiver, demeure en moi un invincible été? Ah, je ne connaissais pas. Ça me fait penser à toi. Je ne connaissais point. Donc, nous, on appelle ça une tuque, vous appelez ça un bonnet. La Biennale d'art de Québec s'est présentée jusqu'au 19 avril. Merci, Nathalie. La claque de la semaine, Reza. Alors, ma claque, elle s'appelle Jason Bard Yarmovsky. C'est un artiste américain contemporain qui inaugure en ce moment une exposition personnelle, très personnelle même, au Guildhall de New York, intitulée « Le temps a de multiples visages ». C'est visible jusqu'au 19 avril. Yarmovsky y présente une trentaine de peintures et de dessins consacrés au vieillissement et de dessins consacrés aussi au temps qui passe, à la mémoire. Et ces modèles ne sont autres que ses propres grands-parents, Lane et Ellen Bard, que je vous présente ici. Alors, Lane et Ellen Bard, il les a longuement observés et peints, sans pathos, sans nostalgie, mais avec une grande précision émotionnelle, et notamment ici, quand il... Là, ce sont des peintures. Là, ce sont des peintures, c'est vraiment exactement. Ouais, vraiment. Incroyable. Vraiment. Donc, il prend des photos avant, et puis après, il les fait poser pendant très longtemps. Oui, c'est très troublant, très hyper réaliste. Non, mais ça, c'est très drôle, surtout parce qu'a priori, elle devrait tomber. Alors, il y a de l'humour, exactement. A priori, oui. À part Spider-Man, il n'y a pas grand monde qui pourrait faire ça, mais... Justement, faites bien de parler de Spider-Man parce qu'il les grime de temps en temps, il les fait enfiler des costumes, non sans humour. Il y a notamment l'homme chauve-souris, le lapin d'un célèbre magazine masculin, ou encore sa mamie déguisée en Wonder Woman. C'est du génie. Hey. Ça va loin. Ça va très très loin. Et ce qui frappe ici, c'est la manière dont il capte les micro-transformations du visage et du temps. On y voit bien les rides, les regards, les silences. C'est pas une célébration de la vieillesse, ni une plainte de la vieillesse. C'est une observation sensible, presque documentaire. Et c'est même une belle réponse à l'agisme, le terme qui définit les discriminations envers les personnes âgées. Dans un monde saturé où on promeut la jeunesse éternelle, Jason Bard Yarmovsky prend le contre-pied. Il montre le temps tel qu'il s'inscrit sur le corps, sur les corps, avec douceur et dignité. C'est magnifique. Merci. D'ailleurs, le temps, c'est une dimension qui est extrêmement présente quand on joue aux échecs. Ah oui. Vite. Ah oui. Mais pardon, juste, ce sont ses parents ou ses grands-parents? Ses grands-parents. Ah, ses grands-parents. Lane et Elaine. Ah oui.
Oui, les échecs, oui. Alors on peut faire effectivement des parties qui sont chronométrées, mais on peut également faire des parties sans temps imposé. Mais c'est vrai que moi j'aime bien les parties avec chronométrées parce que ça ajoute aussi une sorte de tension, une pression. Donc on joue très différemment. Ta claque, Lauriane? Non, mais puisqu'on parle de temps qui passe et d'infiniment grand qui serait dans l'infiniment petit, quelle heure est-il? Aucune idée. Voilà. Non, vous n'en savez rien parce que vous n'avez pas de montre et surtout, vous n'avez pas la bonne montre. Moi, ma claque, elle s'appelle Prima. En fait, il y a eu la relance tout récemment de la manufacture des montres Niton. Niton, c'était une marque qui a été lancée en 1919 à Genève. Ça prend son origine dans les pierres de Niton, qui sont en fait des pierres qui sont descendues il y a des millions d'années, qui se sont mises dans le lac de Genève, le lac Léman, et qui sont restées ici. Elles sont très célèbres en Suisse. Et en fait, Niton a été à l'avant-garde de la technique et de la précision pendant des années. Ça a disparu dans les années 70 et ils avaient inventé cette montre qu'on appelle une montre heure sautante. Et en fait, l'heure sautante, c'est qu'en fait, au lieu que le temps passe tout doucement et qu'on passe de 1 à 2, etc., eh bien, on a un cadran qui donne l'heure, un cadran qui donne les minutes et les heures sautent de 1 à 2, de 2 à 3, de 4 à 5. Donc, c'est plus facile de lire l'heure. Par contre, c'est une très grande complication et donc, d'un point de vue de la technique, c'est particulier. Donc là, Niton s'est relancé il y a quelques semaines. Ou très à l'heure, mais en tout cas, voilà, il faut que ça saute de la bonne façon. Ah oui, 19 exemplaires. Voilà, que 19 exemplaires, on est sur une édition ultra limitée. Moi, j'ai trouvé ça absolument fascinant parce que l'heure sautante, c'est quelque chose de particulier dans le monde de l'horlogerie. 19 exemplaires, on est sur quelque chose qui devrait être utile, mais qui devient une pièce d'art. Et donc, je trouve ça vraiment magique. D'ailleurs, leur slogan, c'est... de l'ordre... Le prix est sur demande et il ne faut pas me le demander à moi parce que je pense qu'on n'a pas le budget. Voilà. D'accord. Et leur slogan, c'est justement art plus précision. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour vous en parler aujourd'hui. Niton avec la montre Prima. Merci Lauriane. On termine avec toi, Margot. Nous sommes le 8 mars, donc aujourd'hui. Alors exceptionnellement, j'ai pas une claque. Ali, j'ai un petit coup de gueule à pousser. Aujourd'hui en France, 75% des étudiants en école d'art sont des étudiantes. Mais aujourd'hui en France, il n'y a que 6% des artistes exposés dans les musées qui sont des femmes. Ok, c'est un peu le fruit du passé. Mais la moyenne nationale des artistes femmes représentés par une galerie, ça c'est très actuel, n'atteint pas 23%. Aujourd'hui, les artistes femmes sont vendus 30% moins cher en maison de vente. Aujourd'hui, les artistes femmes ont 43% de revenus en moins que les hommes et ça continue comme ça. J'ai lu récemment ce livre passionnant, Les Refusés de Anne Bourrassé. Oui. C'est une critique et historienne d'art qui nous explique que tous ces chiffres sont liés à des siècles d'invisibilisation des femmes artistes. Invisibilisation, le mot est important parce que le sous-titre fait réfléchir. Les femmes artistes n'existent pas, c'est faux. C'est tout à fait faux, elle nous le montre, elle nous donne plein d'exemples. Qui connaît Janet Sobel, une artiste américaine qui a inventé le dripping, la fameuse technique du goutte à goutte que Pollock s'est toujours approprié, exactement. Qui sait que Berthe Morisot est vraiment celle qui a inventé l'impressionnisme et non pas Manet, Monet, Pissarro et consorts qui s'en attribuent l'origine. Qui connaît Artemisia Gentileschi, on commence à parler maintenant on commence à la connaître. Mais beaucoup de ses œuvres ont été attribuées au Caravage. Et voilà, et des exemples comme ça, il y en a plein. Les artistes femmes aujourd'hui réduites à un prénom par l'industrie du cinéma, Nikki, Frida, Paola, alors que les hommes, eux, ont droit à leur nom de famille, Mr. Turner, Gauguin, Rembrandt et j'en passe. Enfin bref. Lambert. Mr. Lambert. Vous êtes au courant de mon biopic, bravo. Donc voilà, bon, c'est pas gai, mais c'est pas une fatalité. Les choses peuvent changer. Le musée de Baltimore, par exemple, depuis 2020, n'acquiert plus que des artistes femmes dans ses collections pour espérer atteindre la parité. Pour essayer de rétablir la jauge. Ils ont même vendu un Warhol pour acquérir de nouvelles artistes femmes. Voilà, donc on veut plus de musées comme celui de Baltimore. Il faut que institutions, musées, écoles d'art, galeries, journalistes aussi, on se mobilise tous collectivement pour que les choses changent et pas que le 8 mars. Tu nous rappelles le titre du livre Les Refusés, Anne Bourrassé. Comme Absolument. Le Salon des Refusés. Merci beaucoup. Une réaction, Jonathan? C'est assez frappant parce que c'est vrai que là, en l'occurrence, le livre est formidable parce qu'il remonte loin, il remonte au 19e, il remonte même plus loin, mais dans votre expo qui est consacrée essentiellement au XXe siècle, les femmes sont présentes dans l'exposition sur les jeux d'échecs. Mais on s'est heurté à ça, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, parce qu'il y a une partie art moderne, art contemporain. Il y a des artistes. Ah non, Alice Guitard, c'était pour vous dire, Garance Maton. Alice Bigard, Amélie Bigard, Alice Guitard, parce qu'elles ont un nom assez proche, Garance Maton. Oui, il y a Maria Elena Vieira da Silva, mais tout ça pour vous dire qu'on s'est rendu compte qu'en cherchant des artistes de l'art moderne, c'était plus difficile de trouver des artistes femmes, mais
comme on corrige un peu le tir, heureusement, aujourd'hui, sur l'art contemporain, on a plus facilement réussi à trouver des artistes. Et le paradoxe, c'est que la pièce la plus puissante sur un jeu d'échecs, c'est la reine. Oui. C'est la reine. Et en C'est bien normal. C'est bien normal, évidemment. Jonathan Lambert, vous avez présenté cette exposition consacrée aux jeux d'échecs à la galerie Perrotin. Visite guidée d'un siècle d'échecs, de jeux d'échecs revus et revisités par les artistes contemporains. Il y a des photos exceptionnelles. Il y a par exemple l'une des dernières œuvres de Martine Parr. Alors, c'est pas l'une des dernières œuvres, mais récemment. En tous les cas, c'est l'une dernières œuvres signées. C'est l'une des dernières œuvres qu'il a signées, parce que quand j'ai commencé à réfléchir à cette exposition, j'avais déjà en tête quelques œuvres en tête, et je connaissais cette photo de Martine Parr dans les bains de Budapest. Je la trouvais extraordinaire, et très vite on s'est rapproché de la galerie. C'est aussi pour ça que c'est une exposition qui a une valeur un peu institutionnelle, parce que la galerie Perrotin a joué le jeu de ne pas prendre que des artistes de sa galerie. Oui, on a ce qui est rare. Ce qui est rare, et donc on a et fait ils vous appel ont laissé une grande liberté. Voilà, donc on a fait appel à d'autres galeries, enfin des artistes d'autres galeries, même des œuvres qui ne sont pas à vendre, qui sont simplement en présentation, parce que ça avait aussi une valeur historique de les avoir, et je pense notamment au tableau de Villon, qui était le frère de Duchamp, et notamment donc cette photo de Martine Parr. Elle est géniale. Qui est très poétique, très très belle, et donc qui est l'une des dernières qu'il a signées, parce que malheureusement il a quitté il y a un peu plus de 2 mois. Un autre photographe que vous adorez, c'est William Wegman. Ouais, William Wegman. Alors là, petit pas de côté, parce que c'est pas une photo qui renvoie directement aux échecs, mais il y avait cette pose très hiératique de son chien, qui s'appelle Man Ray d'ailleurs, donc en plus le lien est d'autant plus évident, et puis le noir et blanc, et on s'est permis comme ça de prendre des œuvres qui n'étaient pas directement liées aux échecs, mais ça c'est aussi un peu le luxe du commissaire. D'ailleurs, maintenant, j'existe, que les gens m'appellent commissaire. Commissaire Lambert. Commissaire Lambert. C'est de trouver des œuvres qui, ça sonne bien, dans cet ensemble, tout d'un coup, prennent une autre dimension. Et voilà, le Libet, on l'a montré tout à l'heure. Tout d'un coup, il y a cette espèce de cases noires et blanches qui sont totalement en lien avec le thème, alors qu'au départ, Libet fait de l'abstraction, et il y avait a priori aucun lien avec les échecs. Mais d'ailleurs, on va faire un tour de table, puisque cette expo, elle reste malgré tout dans les têtes, et j'espère que elle continuera à vivre d'une manière ou d'une autre. Margot, qu'est-ce qui t'a frappé, toi, en visitant l'expo à la galerie Perrotin ? Il y avait une pièce de Duchamp, justement, qui s'appelait L'échiquier de poche. Ouais. Et Duchamp, comme vous, il était passionné d'échecs. Et il disait, tous les grands artistes ne sont pas des joueurs d'échecs, mais tous les joueurs d'échecs sont des artistes. Ouais. On va l'écouter. Parce qu'enfin, les échecs, qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est une constante dans votre vie ? C'est une comparaison avec la drogue, c'est-à-dire que quand on commence jeune à jouer aux échecs, eh bien on mourra vieux avec les échecs. C'est-à-dire c'est une passion qu'on ne peut pas facilement... Qu'on emmène dans sa tombe. Qu'on emmène dans sa tombe, absolument, et sans erreur, et qui vous fait perdre un temps fantastique dans votre vie, ce qui m'est arrivé à moi, et qui m'a aidé probablement à faire ce que je voulais, c'est-à-dire faire le moins possible de peinture, ne pas répéter mes peintures. Ça va avec, ça fait passer le temps quand on ne fait pas de peinture, comprenez-vous ? Elle est géniale, cette archive. Ouais. Ça fait passer le Formidable. temps. Ouais, c'est génial. Ben, j'adore le fait qu'ils disent, c'est que les échecs, on ne se répète jamais. C'est ça qui est extraordinaire, c'est cette dimension infinie. C'est génial à observer d'ailleurs. Ça fait perdre du temps à celui qui joue, et celui qui regarde, il est là fasciné, parce que c'est quand même une discipline assez sensuelle, assez chorégraphique. Ah, mais même à regarder, c'est symbolique. Et c'est ce que je voulais aussi à travers cette exposition, c'est, comme je le disais, c'est que ce soit pas simplement une exposition figée, dans la mesure où c'est un terrain de jeu, puisqu'on a fait, moi j'ai dit ok, on fait l'expo, mais je veux qu'il y ait des tables d'échecs. Les gens jouaient, je me souviens. Les gens jouent. Vous avez joué aussi d'ailleurs. Tous les jours, il y avait des gens qui venaient à n'importe quelle heure pour jouer aux échecs dans un milieu finalement muséal, parce qu'il y a des œuvres qui sont très très. Qu'est-ce qui vous a poussé à jouer contre plutôt Emmanuel Perrotin ? En fait, moi, je le connais depuis longtemps, parce que je fréquente les galeries. Puis on a un ami en commun, David Fless, de la galerie 1900-2000 d'ailleurs, qui m'a fait découvrir Pierre Molinier, donc ouais, tout est lié. Et on se connaissait depuis longtemps, et on joue de temps en temps aux échecs ensemble. Et il y a 3-4 ans, je l'ai lancé comme ça. Je lui ai dit, mais c'est fou. Et c'est vrai, il n'y a pas eu beaucoup d'expositions sur cette thématique, même dans les musées. Il y en a eu quelques-unes, mais assez confidentielles, alors que c'est une thématique très forte. Et comme vous le dites, très inscrite, ou en tous les cas très liée à l'art, parce que Duchamp, en premier lieu, maître de l'art contemporain, qu'on le veuille ou non, mais qui a quand même tout changé, la vision, les paradigmes. Donc il y avait quelque chose en tous les cas, un sujet suffisamment intéressant pour s'y pencher. Et je savais qu'il y avait beaucoup d'œuvres qui renvoyaient à ce sujet. Et je lui ai dit, écoute, moi j'aimerais beaucoup, en tous les cas, je ne l'ai jamais fait, mais être commissaire.
Exactement. Et comme en plus on est sur la chaîne de la francophonie, c'est intéressant de voir qu'une expression parfaitement française, échec et mat, elle vient de l'arabe, Chermet, le roi est mort. Voilà, parce que le chat, d'ailleurs j'ai appris dernièrement que le chat d'Iran, c'est le roi. Le ça chat, donc il y a, et d'ailleurs il n'y a qu'en français, je crois que la dimension échec, enfin qu'on l'a attribué à quelque chose de négatif, parce qu'en anglais, chess, c'est pas, voilà, c'est failure, c'est pour l'échec. Donc quand les gens jouent pas aux échecs, on dit allez, un siècle d'échecs, qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Vous restez avec nous, on va à présent parler d'une des figures majeures de l'art contemporain, Claire Tabouret, vous la connaissez, elle a conçu les nouveaux vitraux pour la cathédrale Notre-Dame de Paris, et on peut voir les dessins qui ont inspiré ces vitraux au Grand Palais en ce moment. Alex Vizorek y était, c'est le Viseur Expert. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une artiste qui va vous faire tomber de votre chaise, Claire Tabouret. Comme ça, le jeu de mots nul, c'est fait, on va pouvoir passer aux belles œuvres. Claire Tabouret expose en ce moment au Grand Palais les maquettes monumentales des vitraux qui seront installés à Notre-Dame de Paris fin 2026. Et quand on les voit, on se dit, ça a dû prendre un temps fou cette fécondation in vitro. Commençons par la baie Sainte-Clotilde. Et ça, c'est normal que ce soit dans une église, puisque c'est miraculeux de regarder par une fenêtre à Paris et de voir des vagues dignes de Biarritz. Passons maintenant au vitrail de la baie Saint-Denis, avec, comme vous le voyez, le Stade de France, merveille architecturale du 9-3. Mais non, je déconne. Voici la vraie, avec la colombe qui symbolise l'Esprit Saint. Et c'est vrai que même si les vitraux sont très colorés, il y a quand même des oiseaux qui se les prennent. Et voici maintenant le vitrail de la baie de la chapelle Saint-Joseph. On y voit de nombreuses personnes se tenant la main en cercle. Beaucoup de gens y verront le symbole d'une prière, à part les Bretons qui y verront le début d'un fest-noz. Et terminons par le vitrail de la chapelle Sainte-Geneviève. Avec ses 12 flammes, Claire Tabouret explique que c'est une référence à la Pentecôte. Mais quand même, on est à Notre-Dame de Paris, il va falloir mettre quelques extincteurs et des détecteurs incendie autour de ce vitrail-là. C'est jamais trop prudent. Allez, tous au Grand Palais pour voir Claire Tabouret et les vitraux de Notre-Dame. Jésus revient, Jésus revient. Le Viseur Expert, merci Alex Vizorek. Jonathan, on a la chance d'avoir avec nous Reza qui est détective, pas commissaire, lui il est plutôt enquêteur et il va nous raconter une histoire folle autour de Rembrandt. De quoi s'agit-il, Reza ? Alors, je ne vais pas vous raconter une histoire de braquage, de cambriolage, mais plutôt une histoire d'obsession. Une obsession qui commence en 1983 dans la ville de Draguignan, dans le sud de la France. Patrick Vialanex est notre personnage principal. Il a 13 ans à l'époque. Et un jour, sa mère l'emmène au musée des Beaux-Arts de Draguignan pour l'éloigner pendant quelques heures de la violence des coups de son père. Dans une salle, il s'arrête devant un petit tableau en clair-obscur, signé Rembrandt, qui s'appelle « L'enfant à la bulle de savon ». On le voit ici. On y voit donc un enfant joufflu qui surgit de l'ombre et tend une bulle fragile, prête à éclater. Et la mère de Patrick Vialanex lui glisse « Tiens, il te ressemble ». Et à partir de là, quelque chose se noue. 4 ans plus tard, Patrick revient dans le même musée à 17 ans et le choc est encore plus fort. Le tableau ne le quitte plus de sa tête, il lui parle, il lui confie ses doutes et une idée s'impose lentement mais sûrement. Il se dit « Ce tableau, je le veux ». Il parle au tableau. Complètement, c'est son meilleur pote, c'est son confident, c'est peut-être son amoureux, on ne sait pas trop. Certains psy parlent du syndrome de Stendhal, c'est le fameux choc qu'on a quand on est face à une œuvre d'art qui vous bouleverse. D'autres parleront d'un effet miroir. Lui, Patrick Vialanex, dira simplement qu'il ne voulait plus vivre sans ce tableau. Et à 28 ans, Patrick passe à l'acte. J'ai aimé ce Rembrandt et j'ai voulu me lancer ce défi. Tiens, essaye. Et puis la sécurité n'était pas excellente, donc ça facilitait un petit peu ce cambriolage. Je m'accordais un moment de solitude avec lui, c'était super. On pouvait, c'est marrant ce que je veux dire, mais se raconter des choses. C'était mon confident. Nous sommes le 13 juillet 1999, jour de fête nationale. Patrick Vialanex s'enferme dans le musée des Beaux-Arts de Draguignan, caché dans une armoire pendant plus de 5 heures. Et les informations racontent la suite. C'est mardi soir, en plein défilé militaire, que le ou les voleurs ont choisi d'opérer.
Profitant du bruit et de toute l'attention de la population pour la fête nationale de Draguignan, ils ont pénétré dans le musée et la bibliothèque municipale à quelques mètres de là. Les alarmes ont eu beau se déclencher. Les policiers, arrivés 5 minutes après, n'ont pu que constater la place vide de la toile. Une toile apparemment estimée à un prix très élevé. Valeur estimée ? Valeur estimée 4,5 millions d'euros à l'époque. Le journal, vous l'avez vu, parle de supposer plusieurs cambrioleurs alors qu'il n'y en a qu'un, c'est Patrick. Mais alors qu'est-ce qu'il fait de ce tableau finalement ? Patrick, vous l'avez compris, il ne vole pas ce tableau pour le vendre, il le vole pour le posséder, pour même le protéger. Arrivé chez lui, il sort un Polaroid, il fait un selfie de l'époque, il se prend en photo, les yeux encore brillants, content de son larcin, et puis il le cache. Il cache ce tableau tout le temps, d'abord sous un lit, puis dans une armoire, et puis au fond d'un placard. Pendant 15 ans, il vit avec ce secret au fond et au cœur de sa vie familiale. Personne dans sa famille n'a connaissance de ce tableau qui est chez eux pourtant. Même quand il déménage, il vérifie sans cesse l'état du tableau, il vérifie l'humidité, les termites, il est prévoyant des moindres cambriolages. Il suffoque à l'idée de ne pas réussir à bien le protéger, comme dans... C'est le portrait de Dorian Gray. Exactement, c'est comme dans le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. L'œuvre devient le centre de gravité de son existence, qui le rassure et qui commence à le consumer. Un jour à bout, Patrick cherche une solution pour rendre le tableau sans se dénoncer. Un ami, entre guillemets, je mets des guillemets à ami, lui parle d'une restitution possible contre 40 000 euros. Il cède et notre pauvre Patrick se fait piéger par un faux assureur et attire l'attention de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. Nous avons collecté un renseignement en début de semaine, lundi dernier, renseignement qui indiquait simplement la possibilité d'une transaction dans un hôtel de Nice le lendemain. Et qui portait sur un roman de volée. Nous sommes intervenus lors d'une transaction. 2 personnes qui ont reconnu leur responsabilité en matière de recel. Alors le 19 mars 2014, Patrick craque, il se rend lui-même à la gendarmerie de Nice, il avoue tout, son vol est prescrit, il est donc libre, mais il est quand même poursuivi pour association de malfaiteurs, et 2 ans plus tard, Patrick Vialanex meurt dans son sommeil à l'âge de 44 ans, comme terrassé, foudroyé par la séparation. Il n'a pas survécu à la séparation. Il n'a pas vécu à la séparation de lui et de son œuvre. C'est fou. Ouais. Mais c'est assez incroyable, ça pose des questions. Moi, je l'ai fait. Comprenez ? Vous l'avez fait ? Avec un paquet de chamallows, donc c'était vraiment... Mais non, je trouve cette histoire... forcément, c'est très romanesque, mais c'est beau, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très touchant, forcément. Mais vous comprenez qu'on puisse aimer passionnément une œuvre au point de s'y perdre ou d'en être totalement obsédé ? Moi, je pense que justement, la sagesse veut que... Parce qu'on ne peut jamais totalement posséder une œuvre. Finalement, c'est plutôt elle qui vous possède parce qu'elle vous obsède. Mais finalement, il y a quelque chose d'assez vain à vouloir posséder quelque chose et on le voit. Mais c'est à la fois très touchant, très beau, évidemment, c'est mal, c'est pas bien. Mais c'est beau, quoi. Et si on en parle aujourd'hui, c'est que l'histoire n'est pas terminée, Reza. Exactement. Le musée des Beaux-Arts de Draguignan consacre en ce moment une exposition intitulée Le phare Rembrandt, qui revient sur l'aura du peintre hollandais, son influence et sur ses œuvres qui continuent de projeter une lumière puissante sur celles et ceux qui les regardent. Exemple avec Patrick Vialanex, une exposition qui permet de redécouvrir l'enfant à la bulle de savon. On ne voit plus cette œuvre comme un simple objet de scandale ou de fascination, mais comme une œuvre qui a traversé les siècles, les regards et la vie d'un homme. Génial. Merci Reza. C'est absolument fascinant. Jonathan, vous restez avec nous tout de suite. Tout ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité de l'art, c'est la petite galerie et c'est signé Karim Rarbage. Bienvenue dans la petite galerie, le récap de ce que l'art fait de plus fou. Et on commence avec le fololo. Aujourd'hui, on suit le compte de Juho Konkola. Pas sûr de la prononciation, mais Juho, c'est le Léo Messi de l'origami. Nous, on connaît ses dépliages pour faire ce genre de truc. Yes, pas mal. Mais Juho, lui, il est sur une autre planète. C'est fou, les doigts, les épées, les mailles, tout est fait à partir de simples pliages d'une et unique feuille de papier. Juho, il a une seule règle, c'est de s'interdire de couper son matériel. Il fait tout ça uniquement à base de pliage. Et pour la petite galerie, il explique ses galères. Je réussis mes œuvres dès le premier essai, mais je fais beaucoup de plans en amont, donc je ne rate jamais. Ah bah non, il a pas de galère. Et même une fois dépliés, ses patrons sont des œuvres d'art à part entière. Juho Konkola, c'est notre fololo.
Et on continue avec la dinguerie. Aujourd'hui, on vous présente Rebecca Louise Lowe, une artiste britannique exceptionnelle. Rebecca, elle a un médium, les fleurs. Elle les récupère là où elle peut, elle les fait sécher et les assemble avec un petit câble de cuivre pour créer des œuvres monumentales. Yes, c'est impressionnant, mais aussi délicat et fragile. On est enveloppé par les textures, les couleurs et les odeurs. L'effet est massif, on se balade au milieu de gigantesques tableaux organiques en 3D. Et forcément, on est sur des œuvres éphémères qui évoluent avec le temps. L'art peut prendre toutes les formes. Magnifique, Rebecca Louise Lowe, c'est la dinguerie. Et on termine avec l'alu de la semaine, Li Hongbo, un artiste chinois qui fait des sculptures à l'ancienne. Bravo, sauf qu'il y a un twist, Li, il ne sculpte pas la pierre, mais des feuilles de papier très fines, reliées en accordéon selon une ancienne technique chinoise. Résultat, ces sculptures s'étirent et se tordent comme des ressorts avant de reprendre leur forme initiale. Hallucinant. Là-dessus, la petite galerie ferme ses petites portes. À très vite. Merci Karim. Jonathan, notre deuxième invité, est une artiste cosmopolite. Son art mêle le textile, la céramique, la sculpture, la broderie. Elle s'inspire des pratiques d'artisans qu'elle rencontre à travers le monde avant d'accueillir Pauline Guerrier. Son portrait en 3 mots, c'est signé Damien Cabrespine. Pauline Guerrier, en 3 mots. Mot numéro 1, inclassable. Pauline Guerrier est une artiste inclassable. Tissage, céramique, vitrail, dessin, sculpture ou performance, sa pratique artistique ne connaît aucune limite. Plein de techniques très très différentes. Un pied à Paris, l'autre à Lisbonne, Pauline Guerrier collabore au gré de ses projets avec des tisserands, des souffleurs de verre, des graveurs, des ferronniers ou des mosaïstes. Mot numéro 2, voyageuse. Pauline Guerrier aime les voyages sans boussole, les pertes de repères, les nécessaires adaptations. Je suis un peu anthropologue et en même temps artisan. En Italie, au Maroc, au Chili, au Bénin ou au Sénégal, Pauline Guerrier vit au rythme des habitants visités. Elle s'inspire de leur mode de vie et de leurs traditions pour imaginer et pour créer. Se confondre aussi quelque part comme un caméléon dans le paysage. Et enfin, mot numéro 3, empreinte. Dans ses œuvres, Pauline Guerrier parle d'écologie, de science, de foi et de superstition. Elle s'intéresse aux empreintes, à l'histoire, aux origines, aux rites et aux mythes. L'idée globale, en tout cas, de tout ce travail, c'est vraiment de parler de la Terre. C'est Damien et Pauline Guerrier, l'invité de la Grande Galerie francophone. Bonjour et bienvenue, ravi de vous accueillir. Merci beaucoup. Jonathan Lambert, Bonjour. Pauline Guerrier. Voici la bande et le public et on est ravis de vous recevoir. Inclassable, voyageuse, empreinte. Tout à fait. Ce sont 3 mots qui vous correspondent ? Oui, je pense. Tout à fait. Ouais. Et surtout curieuse de découvrir les cultures du monde, curieuse de rencontrer des communautés différentes de celles dans lesquelles j'ai grandi. J'aime vraiment traverser la terre et voilà et partager aussi ce que j'y ai découvert. Donc voilà, je fais ça maintenant depuis presque 10 ans. Ouais. C'est vrai que ça m'a extrêmement enrichi de pouvoir traverser la terre et de pouvoir rencontrer ces cultures, ces religions, voilà. On va en parler parce que ce qui est assez génial, c'est très beau de se définir comme curieux et d'utiliser cette expression traverser la terre parce que c'est vrai que vous sculptez, vous brodez, vous faites de la céramique, je le disais, et votre singularité ou en tout cas votre empreinte, ce sont vos voyages, vos rencontres avec des artistes, des artisans là où vous allez et qui imprègnent votre pratique. Je prends un exemple, vous êtes allé au Bénin il y a quelques années, c'était en 2018, vous deviez y rester 1 mois. Vous y êtes resté combien de temps finalement ? 9 mois. Et qu'est-ce que vous y avez appris et en quoi est-ce que ça a imprégné, influencé votre travail ? Il y a eu un vrai basculement en fait avec ce voyage puisque en Europe on est très peu
proche de la culture animiste. La culture animiste, ça veut dire non animé. Donc, c'est le fait de croire que les objets et que, la nature surtout, est investie d'une pensée et donc est vivante et considérée de la même manière qu'un être humain. Et donc, la place de la nature est au cœur en fait de la religion. Elle est basée sur un équilibre, elle est basée sur c'est l'un un des échange. Foyers du Vaudoun, Voilà, d'ailleurs. exactement. Donc, elle est vraiment basée sur l'équilibre entre la nuit et le jour, la terre et la mer. Et en fait, dans cette découverte, moi, j'y ai trouvé finalement la religion la plus proche de ce que j'aimais en fait, profondément, et de ce que j'attendais de la vie. Oui. Et donc, c'est étonnant parce qu'on a commencé en parlant de religion et Ouais. là aussi vous découvrez quelque chose qui est extrêmement loin de vous et qui rejoint l'art et qui relève quasiment du sacré. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce qu'on voit à l'écran, l'une de vos œuvres? Ce qu'on voit à l'écran, c'est une pièce qui fait partie d'une série qui s'appelle Les Gardiens du Monde, qui est une pièce que j'ai réalisée lors de mon dernier voyage au Bénin, puisque j'y suis retournée il n'y a pas très longtemps. C'est une pièce qui est faite à partir du percale, qui est un coton qui est produit au Bénin, puisque le Bénin a comme ressource principale le percale et la noix de cajou. C'est un des seuls pays d'Afrique qui ne possède pas de pétrole et donc qui n'est pas aussi convoité pour ça, donc qui en est aussi protégé quelque part. Et donc le percale est utilisé pour évidemment pour les vêtements, pour faire des tableaux, etc. Et donc j'ai découvert cette matière magnifique, je l'ai teinte et je l'ai tissée sur des structures en métal qui parlent de personnages béninois qui s'appellent les Angbeto, qui sont en fait les gardiens de la nuit et qu'en fait peut-être que vous les avez déjà vus, ce sont des grands personnages en raffia qui tournent sur eux-mêmes. Oui. On en voit quelques vidéos passer de temps en temps puisqu'ils sont assez extraordinaires. C'est vraiment des personnages qui se déploient par la danse et qui deviennent des espèces de boules magiques comme ça. C'est très beau ce dans qu'on les voit. villages. Merci. Margot? Je me demande pourquoi c'est le continent africain qui a votre cœur comme ça, alors que l'animisme, on peut le trouver aussi en Amérique du Sud, ou dans certains pays d'Asie où vous êtes aussi un peu baladé. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce continent africain? Alors c'est drôle parce que ma mère est donc chorégraphe mais danseuse. Elle est allée pour la première fois en Afrique quand elle avait 16-17 ans pour monter une école pour travailler dans une école qui s'appelle l'école des sables à Dakar. Et moi quand je suis arrivée en fait au Bénin, je me rappelle, j'ai appelé ma mère et je lui ai dit c'est bizarre, j'ai l'impression d'être déjà venue ici. Et elle m'a dit c'est incroyable que tu me dises ça parce qu'il y a 30 ans j'ai vécu exactement la même chose, une sensation de retrouver en fait mes origines, comme si j'avais l'impression d'être au bon endroit, au bon moment. Je me sentais alignée avec ce que je voyais, avec ce que je ressentais. Et en fait, c'est devenu. J'y suis tombée addict en fait à cette dimension du voyage et surtout du voyage des terres d'Afrique, quoi. Et justement, de découvrir cet imaginaire. On peut découvrir une partie de votre travail actuellement à la Galerie 19e à Aubervilliers. On va découvrir une sculpture qui fait partie de votre projet, Takotsubo. Traduction? Takotsubo, c'est un mot japonais pour dire à quel point vous avez traversé la Terre. C'est un mot japonais qui veut dire piège à poulpe. C'est le nom qu'on donne aujourd'hui à un syndrome qui est reconnu par la médecine presque sur toute la Terre, qui est le syndrome du cœur brisé. C'est une déformation du ventricule gauche du cœur qui est due à une peine intense et moins bien irriguée et du coup gonfle. Et en fait, les premiers à avoir découvert ce symptôme, ce syndrome, ce sont des cardiologues japonais. Et en fait, quand ils ont essayé de le comparer à une forme qu'ils connaissaient déjà, puisque la forme que prend le cœur ressemble à cette espèce de jarre étonnante. Et donc, ils l'ont comparé à ce fameux Takotsubo, donc piège à poulpe, qui était en fait une forme en terre. Voilà. Donc moi, la façon dont j'ai travaillé, c'est la forme du cœur brisé, mais brisé comme brisé par un chagrin d'amour, par exemple. Exactement. Voilà. Donc le cœur se gonfle et donc prend cette forme de cette jarre. Moi, je suis partie des radios qui existaient parce que je collecte ces radios depuis de nombreuses années. Et donc, je suis partie de ces radios pour créer cette forme qui a été ensuite numérisée, vraiment scannée par la maison Desrues, qui est donc le parurier de Chanel. C'est la première maison que Chanel a rachetée il y a 40 ans pour faire tout ce qui était de leurs boutons, de la parure. Et donc, j'ai travaillé main dans la main avec cette maison pour recouvrir ma sculpture de pierre, de perles de pierre qui viennent des quatre coins du monde, qui sont de l'onyx, de la jade. C'est magnifique. Voilà.
Lauriane ? Justement, on le voit d'ailleurs sur les images, mais vous travaillez sur des médiums très différents. Je me demandais si vous aviez d'abord envie de traiter un sujet ou de vous approprier un support. Qu'est-ce qui vient en premier quand vous démarrez une œuvre ? Alors, ça dépend, mais en fait, j'ai un peu développé une sorte de protocole maintenant, qui est que j'ai la chance d'être invitée de plus en plus à l'étranger pour travailler. Ce que j'aime, c'est d'abord rencontrer les artisans du pays dans lequel je vais. Souvent, je ne sais pas exactement vers quoi je vais aller, mais il y a quand même ce processus d'abord de la rencontre. Je prends en général 1 mois pour essayer de comprendre où je suis, de vraiment voir quels sont les matériaux qui sont le plus utilisés par les artisans. Et en fait, l'artisanat, c'est fabuleux parce que c'est vraiment le reflet de l'histoire du pays, aussi bien économiquement, évidemment, mais aussi de la manière dont les objets ont du sens aussi dans les mystiques, dans la religion. On sent d'ailleurs qu'il y a une vraie dimension physique là, à vous regarder travailler. Oui, alors voilà. Et donc en fait... souvent, ce sont les artisans qui me donnent la clé du sujet sur lequel je vais travailler. C'est-à-dire qu'il y a une réelle envie d'aller toujours vers l'idée d'aller vers des sujets qui sont très liés à la croyance, à ce qui dépasse du visible, aux superstitions, aux histoires, aux mythes, aux rites. J'adore ça. Mais je me rends compte que ce sont souvent les artisans qui me donnent accès à ces coutumes. Nathalie ? Il y a quelque chose qui m'intrigue. Donc, on l'a dit, vous voyagez partout à travers le monde. Un des facteurs qui explique la magnificence de vos œuvres, bien sûr, hormis votre talent fou, c'est que vous travaillez avec ces artisans, ces artistes, mais la majorité ne parle ni français, ni anglais. Mais comment vous communiquez? Vous dessinez? Vous mimez? Comment ça se passe? C'est exactement ça. Alors, au Bénin, ils parlent français. Alors, au Bénin, ils parlaient français pour la plupart. Après, dans les villages plus écartés, moins. Mais c'est pas très grave, en fait. Le sourire, déjà, est un élément de langage majeur. Le dessin, en effet, les croquis. Moi, je parle beaucoup avec mes... voilà, j'en suis l'exemple type. Je parle beaucoup avec mes mains, je parle beaucoup avec mon cœur. Donc, je pense que l'émotion de mes yeux doit sûrement aussi raconter beaucoup de choses. Et puis après, c'est vrai que je fais des croquis et voilà, je me débrouille comme ça. Et finalement, ça n'est jamais arrivé que je ne me fasse pas comprendre. Et vous revenez d'un voyage en Inde, au nord de l'Inde. Et là, pour le coup, on va voir une autre facette de votre travail. Ce sont des tapisseries assez extraordinaires, des tapisseries magnifiques. En quoi est-ce que ce territoire, l'Inde, en quoi est-ce que ses habitants vous ont accueilli, inspiré, influencé? Qu'est-ce qui vous a donné envie tout simplement en fait, de travailler, que ce soit à Jaipur ou à Lucknow? Alors en fait, j'ai été invitée dans le cadre du programme de l'Institut français, qui est l'équivalent de... Aujourd'hui, il y a la Villa Médicis, Albertine, Kujuyama, et il y a maintenant Swagatam en Inde, donc qui est un programme qui accueille 17 artistes par an dans différentes parties de l'Inde. Donc j'ai eu la chance de me retrouver dans l'atelier du Kalat Institute, qui a été créé par Maximiliano Modesti il y a une 30aine d'années au départ pour la haute couture, et qui est devenu... En fait, il a décroché une petite partie de son atelier pour permettre aux artisans de revenir dans leur famille à Lucknow, dans l'Uttar Pradesh, et j'ai eu l'occasion de pouvoir aller travailler avec les 30 brodeurs de cet atelier pour la création de pièces autour de mon travail pendant 4 mois. Donc on a fait des pièces où il y a entre 3000 et 6000 heures de broderie par pièce, et ça a été un moment absolument comme sur la incroyable. blouse de Lauriane. Un peu moins peut-être. Mais alors c'est drôle parce que c'est une chemise justement qui vient du sud de l'Inde, donc c'est très beau. Et c'est qui est brodé par un également. ami. Ouais. C'est très très beau. Je me suis dit ça, je suis très attentive du coup aux motifs et au textile, et c'est très beau. Et donc voilà, et donc en fait ce voyage ça a été un très grand bouleversement aussi, puisque l'Inde est tout ce qu'on ne peut pas imaginer, c'est-à-dire que tout est à l'inverse de ce que nous on a en tant que place d'individu dans la société. Il ne faut pas oublier que l'Inde, c'est 1,7 milliard d'Indiens recensés, donc je pense qu'on dépasse même les 2 milliards aujourd'hui. La place de l'individu n'existe presque plus. Il faut s'adapter à tout, à l'intensité de l'Inde sur toutes ses facettes, que ce soit... En fait, c'est la première fois où
j'ai l'impression en une journée d'avoir passé 10 jours éveillée, tellement les bruits, les odeurs, les couleurs, le monde était tellement intense. Et le mot monde, il est extrêmement fort chez vous. Et d'ailleurs, j'adore cette expression, les gardiens du monde. Les gardiens du monde qui vous va si bien. Merci Pauline Guerrier. Un plaisir. On vous retrouve également pour une exposition qui va se dérouler en plein Paris, au Carreau du Temple, à partir du 26 mars prochain, avec la galerie Romero Paprocki. Je prononce bien ? Paprocki. Paprocki. Romero Paprocki qui est collé à la galerie Perrotin. Donc vous pouvez faire d'une pierre deux coups. D'une pierre deux coups et voilà. Tout associé. On va maintenant ralentir le rythme et comme chaque semaine prendre le temps de la contemplation. Un chef-d'œuvre qu'on peut voir au musée d'Orsay, La classe de danse. C'est un tableau de 1874, évidemment signé Degas et c'est fascinant. La classe de danse de Degas, c'est donc à découvrir quand vous voulez au musée d'Orsay à Paris. Merci infiniment. Merci Jonathan Lambert. Merci beaucoup. Pour savoir qui a volé vos jambes, il faut donc lire ce roman photo qui est absolument formidable et qui est un vrai roman. À partir du 13 mars. À partir du 13 mars, donc dans quelques jours, la semaine prochaine. Et conjointement, donc l'expo à la Galerie Valois, tout en jambes. Eh ben on y va. Merci Pauline Guerrier. Votre travail donc au Carreau du Temple les 26 et 28 mars. Ça aussi c'est à Paris. On se retrouve. Merci les amis. Merci à vous de nous avoir accompagnés. On se retrouve en replay sur le site et l'application TV5 Monde Plus et quand vous le voulez sur nos réseaux sociaux. À suivre évidemment le 64 minutes. À la semaine prochaine.